Je commencerai donc en disant qu'en Amérique latine, comme ici, il est courant dans les milieux de gauche de dénoncer la pensée unique comme une idéologie hégémonique qui prétend être la seule interprétation valable du passé, du présent et de ce qui est possible pour l'avenir. Cette pensée, qui justifie l'inutilité de l'action politique, n'est pas un simple discours. Elle exprime une réalité. Aujourd'hui, les décisions qui déterminent les orientations sociales et économiques sont prises en dehors des espaces étatiques et démocratiques. Elles sont dictées par les forces du marché. Il s'ensuit la perte de légitimité de l'action d'un État incapable de gouverner une économie complètement naturalisée et la déception devant toute action collective. Les politiciens, en tant qu'individualité, et les partis politiques sont vus comme des marchands, seuls intéressés pour leur propre situation et accomplissant une tâche purement formelle et coûteuse, payée par toute la société. C'est ainsi qu'il se développe un profond scepticisme sur la possibilité que des pratiques politiques puissent modifier les conditions de vie de la société. Mais en même temps, et je vais insister sur ça, l'exemple d'Amérique latine est là pour prouver que cet éloignement de la politique peut être la base du développement des propositions et surtout des pratiques contestataires. Les classes populaires éloignées de la politique peuvent ainsi être scindées de la vision du monde imposée par les systèmes et d'une intégration qui n'est pas pour elles, dans la société capitaliste, ni réelle ni pleine. À partir de leur éloignement, elles comprennent que l'ordre politique formel qui les condamne à la situation subalterne n'est pas conjoncturel, mais constitutif et deviennent ainsi motivés pour le remettre en cause. Les cas de l'Amérique latine à partir des années 90 le prouvent. Au lieu de provoquer la démobilisation populaire, les discours et les politiques néolibérales ont donné de nouvelles motivations pour agir. Les forces populaires ont compris rapidement que la diffusion de la pensée unique était le résultat d'une corrélation des forces sociales historiques qui, en étendant la subvention et la domination du travail vis-à-vis du capital, confortait son explication du monde. Ils ont donc conclu qu'il fallait avant tout changer ces rapports de force. Mais ils ont aussi compris qu'en attendant son renversement, il fallait survivre et surtout montrer que des formes alternatives de vie étaient non seulement désirables, mais aussi viables. Les expériences de lutte leur ont appris aussi à se méfier des grandes théories globales. Dans les sociétés modernes, du fait de leur complexité, la compréhension du tout social et des voies de sa transformation est définitivement l'affaire des masses, de leur praxis et de leur réflexion sur leur expérience. Nous essayerons donc, dans notre exposé, d'expliquer de façon très succincte pourquoi ces évolutions, que nous venons de brosser en grandes lignes, dans la pensée et l'action des forces populaires, se sont produites d'emblée en Amérique latine. À notre avis, tout a commencé dans la période des dictatures militaires des années 70. Des dictatures qui ont posé les bases des politiques néolibérales, d'endettement de l'État, de privatisation des biens publics et d'austérité. Ça vous dit quelque chose, j'imagine. Il est facile de constater aujourd'hui que malgré le contexte de répression, 2 décennies de politiques néolibérales, les années 80 et 90, ont suffi en Amérique latine pour que les peuples expriment violemment leur mécontentement devant leurs conséquences. Surexploitation des travailleurs, perte de droits sociaux, précarisation de toutes les formes de travail et de vie, exclusion de larges secteurs sociaux, différentes formes d'oppression politique et culturelle, corruption à tous les niveaux,
dégradation de la dignité d'une partie croissante de la société, maintenue à la limite de la survie par une politique d'assistance et de contrôle social, criminalisation et poursuite judiciaire de la misère, le tout accompagné du saccage et la dévastation du milieu naturel, contaminé par l'agrobusiness et les industries extractives. Mais cette situation catastrophique pour les masses populaires n'aurait pas été, à notre avis, suffisante pour les faire réagir sans la contribution d'un phénomène politique, conséquence non voulue ni prévue de l'interdiction féroce et la féroce répression des dictatures militaires envers les partis de gauche, et souvent de tous les partis politiques. Cette interdiction a entraîné la dispersion des militants ayant survécu à la répression, qui ont continué la lutte au sein des organisations sociales encore légales. Ils ont ainsi apporté à ces organisations leur expérience politique et ont acquis en même temps, dans la lutte, une perspective nouvelle sur les voies de la transformation sociale. Ce double phénomène socio-économique et politique est celui qui a propulsé à l'avant de la scène les grands acteurs du début du siècle en Amérique latine, les mouvements sociaux populaires. Mais qui sont donc ces mouvements sociaux qui ont mis en échec les politiques économiques d'austérité et discrédité les discours néolibéraux? Avant tout, ils sont multiples et leurs revendications sont variées. Le seul caractère commun est leur composition populaire. On trouve ainsi parmi eux des anciens mouvements traditionnels, des nouveaux mouvements sociaux ou encore des mouvements nés en réponse aux politiques néolibérales. Les mouvements indigènes figurent certainement parmi les plus anciens, même si la réussite médiatique du mouvement zapatiste peut le faire apparaître comme une nouveauté. Les anciennes traditions de résistance du mouvement indigène qui viennent de la colonisation vont être à nouveau mobilisées quand les politiques néolibérales s'attaqueront à leurs terres et à leurs coutumes ancestrales. Ainsi, dans les pays comme la Bolivie ou l'Équateur, vous avez dû entendre parler, ces mouvements seront à la tête de toutes les luttes de résistance. Leur nature atypique des mouvements nationaux et leur défense de leur communauté traditionnelle vont apporter au mouvement populaire une idée intéressante. La composition plurielle du peuple n'est pas une faiblesse, mais une force. Ils vont aussi donner un sens différent à la lutte pour la terre telle que la conçoit historiquement le mouvement paysan. Les peuples originaires ne cherchent pas une réforme agraire pour créer de nouveaux propriétaires privés, mais la reconnaissance de la terre comme racine et fondement de l'existence, ce qu'ils appellent la Pachamama. Les mouvements des paysans sans terre, une autre vieille réalité de l'Amérique latine, ont aussi été profondément affectés par la globalisation. Outre les sans terre de toujours, les petits et moyens agriculteurs se sont trouvés de plus en plus marginalisés par les grandes multinationales de l'agro-industrie d'exportation et, plus récemment, par l'exploitation pétrolière ou gazière ou encore l'exploitation minière à ciel ouvert, ce qui a entraîné d'énormes problèmes avec l'eau. Privés de leurs terres, ils sont obligés à une émigration non voulue, suivie de la prolétarisation et la marginalisation dans les bidonvilles, et à une subordination accrue au marché capitaliste. Au contact des organisations indigènes, qui intègrent souvent leurs rangs, ces mouvements vont revendiquer aussi la propriété communale de la terre et s'insurger contre son exploitation inconsidérée. Ils sont devenus ainsi, ce qui est assez surprenant vu d'ici, des animateurs importants de luttes écologistes. Les luttes écologistes en Amérique latine sont menées souvent par des paysans. Je ne m'étendrai pas dans la rubrique des anciens mouvements sociaux sur les mouvements ouvriers et étudiants, grands protagonistes des luttes des années 70, férocement poursuivis par la dictature militaire,
et qui ont aussi contribué à la lutte contre le néolibéralisme, même s'ils n'ont pas retrouvé par la suite les rôles centraux qu'ils ont eus dans la période précédente. Mais on trouve aussi en Amérique latine, comme partout dans le monde, ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux postmodernes, écologistes, féministes, de défense des droits de l'homme, démocratiques, etc. Il est courant en Europe d'expliquer l'apparition de ces mouvements par les blocages de voies politiques partisanes. Néanmoins, l'explication qui donne un auteur comme Klaus Hoff nous semble plus pertinente. Pour lui, ces mouvements trouvent leur origine dans, je cite, les effets secondaires négatifs de la rationalité économico-politique en vigueur. Des effets qui ne sont plus concentrés et spécifiques à une classe, mais qui sont au contraire dispersés dans l'espace et le temps, de telle sorte qu'ils affectent virtuellement l'ensemble des membres de la société. En effet, les méthodes de domination et de contrôle social dans le capitalisme contemporain ont connu une mutation qualitative qui les rend plus universelles et incontournables. Ils affectent et disloquent des sphères de la vie qui étaient jusque-là restées en dehors des contrôles sociaux explicites. À leur tour, les institutions politiques et économiques qui gouvernent perdent toute capacité d'autocorrection et d'autolimitation et sont prises dans un cercle vicieux qui, en définitive, ne peut être brisé que de l'extérieur de ces institutions. En somme, les politiques néolibérales visent à déplacer les conflits socio-économiques et faire retomber les coûts sur des acteurs extérieurs à son noyau capitaliste. Cela explique la difficulté des mouvements révolutionnaires pour définir aujourd'hui comme central un conflit des classes particulier, comme ça a été le cas pour le mouvement ouvrier au XIXe siècle. Les caractères catastrophiques de l'évolution du système changent les thèmes et les préoccupations de ces nouveaux mouvements sociaux. Il est clair pour eux que la logique capitaliste et l'incapacité de ces institutions à répondre à ces échecs menacent les standards minimaux d'une vie acceptable. Cette idée d'un système capitaliste mettant en cause les fondements mêmes de la vie sur Terre est de plus en plus le thème central des théories et des mouvements politiques radicaux en Amérique latine. Cette situation nouvelle fait que les protestations qui par le passé s'est développée dans l'espace du travail soient transférées vers des pratiques de type territorial et les revendications changent aussi de nature. Elles concernent maintenant le logement, la nourriture, l'écologie, les services publics, les droits de l'homme ou la récupération des valeurs traditionnelles. La résistance se développe ainsi sur tous les terrains où les hommes sont aujourd'hui affectés par la mondialisation capitaliste néolibérale. Comme la réduction drastique de l'intervention de l'État sur le terrain économique et social diminue aussi le rôle des partis politiques établis, les nouveaux mouvements sociaux apparaissent ainsi comme la réponse sociale à l'inefficacité du politique. Ils deviennent aussi de plus en plus méfiants vis-à-vis du système politique, mais s'ils sont souvent réticents à participer dans la lutte pour le pouvoir étatique, ils ne sont pas pour autant apolitiques. Simplement, leur champ d'action est le terrain politique non institutionnel. Dans leur fonctionnement interne, ces mouvements refusent les codes établis comme gauche-droite et tendent vers l'effacement des distinctions hiérarchiques du genre base-direction, préférant les formes d'action ayant recours à la présence physique des gens, c'est-à-dire des méthodes d'action directe. Ces méthodes accentuent à leur tour le caractère non négociable de leurs revendications, dans la mesure où ils ont, en principe, rien à offrir en échange de la satisfaction de leurs demandes. Ils font, en somme, de la politique au sein de la société civile.
En Amérique latine, ces nouveaux mouvements sociaux présentent une radicalité plus forte encore pour deux raisons. D'une part, ils sont composés essentiellement par des classes populaires et non par des classes moyennes. Mais aussi, nous l'avons déjà évoqué, leur politisation accrue vient paradoxalement de la défaite et la presque disparition des partis de gauche traditionnels. Mais la nouveauté la plus radicale vient en réalité des mouvements nés à la chaleur des luttes contre les politiques néolibérales. Il s'agit des mouvements des travailleurs sans emploi et les assemblées des voisins. Si l'injustice et l'extrême pauvreté ne sont pas des phénomènes nouveaux en Amérique latine, il apparaît vers la fin du XXe siècle que, contrairement aux crises précédentes, le destin des prolétaires expulsés de leurs conditions n'est plus d'être une réserve de main-d'œuvre, mais de grossir la masse de plus en plus importante des classes subalternes exclues du travail formel et de ses protections. Ce déclassement brutal des classes travailleuses et leur appauvrissement consécutif ont entraîné des mouvements spécifiques de résistance qui prennent de l'ampleur dans les années 90 et atteindront les points culminants avec les mouvements de décembre 2001 en Argentine et avec des mouvements similaires en Bolivie ou en Équateur. Les plus connus, sans doute, de ces mouvements est les mouvements piqueteros en Argentine. Depuis 1996, pour enrayer la pauvreté, les gouvernements argentins étaient obligés de mettre en place un mécanisme ambigu d'aide aux chômeurs qu'ils appelaient les plans travailleurs. Contre une faible subvention, les participants s'obligeaient, en contrepartie, à fournir un certain travail de l'ordre de 4 heures par jour. Ces plans deviennent l'instrument privilégié du gouvernement pour négocier avec les mouvements piqueteros la levée des coupures des routes, qui étaient l'arme de lutte principale, et pour ces derniers, un enjeu central de leurs revendications. Ce sont ces plans et ces subventions qui leur permettent de vivre. À partir de 1999, il s'est produit une évolution intéressante parce que les organisations piqueteras vont obtenir le droit de gérer ces plans, ce qui va leur permettre d'orienter les contre-prestations de travail exigées par l'État vers le travail communautaire dans les quartiers. Or, les organisations des quartiers ont une grande importance pour les piqueteros. Les soulèvements populaires des habitants d'une ville ou d'un quartier, ce qu'ils appelaient à l'époque les puebladas, sont pour eux une garantie contre la répression et renforcent leur capacité de négociation. La gestion des aides permet aussi aux piqueteros de développer des expériences d'autogestion, de construction d'économies de subsistance et parfois d'amélioration des services publics du quartier ou de son environnement. Elle donne aussi aux chômeurs l'opportunité de trouver un travail et de réaffirmer ainsi leur dignité. Malgré leur diversité territoriale, il existe en Argentine une véritable identité piquetera, forgée à travers leur histoire qui leur a donné un nom, une forme d'action et des objectifs concrets, la demande générique de travail digne et les droits à l'administration directe des plans d'assistance. Le fonctionnement en régime d'assemblée est aussi une partie importante de cette identité. Ces mouvements piqueteros, ils ont quelque chose de nouveau qui ne correspond pas à l'influence de l'ancienne matrice communautaire telle qu'on peut la trouver dans les mouvements indigènes. Leur originalité et les principaux intérêts pour une perspective d'émancipation non liée à une communauté idéalisée ni à une communauté historique existante. Ils sont en effet une expérience originale de construction d'une nouvelle communauté, d'une nouvelle forme de vie communautaire et de nouvelles formes de sociabilité et d'organisation économique et politique. Ce n'est pas un hasard si l'on voit se répandre dans toutes les sociétés soumises à l'austérité néolibérale ce genre d'organisation et de méthodes de lutte. Mais pour que ces nouvelles formes d'organisation prennent leur essor, il faut toujours des conjonctures particulières, comme celle de 2000 en Argentine,
caractérisée par la déchéance de la citoyenneté sociale, la disparition des protections sociales, la récession économique, le chômage, la pauvreté, la méfiance vis-à-vis de la possibilité d'une société de bien-être et les discrédits subséquents du système politique. La dette aussi. Bon, ça fait partie du lot. Je parle plutôt des conséquences ici. Et une situation qui peut être décrite en termes plus traditionnels comme une conjoncture révolutionnaire, et comme toujours dans ce genre de conjoncture, on voit apparaître aussi un mouvement d'assemblée, en particulier au Buenos Aires, qui est en partie une nouvelle construction, mais aussi une répétition de certaines constantes historiques qu'on retrouve sous toutes les latitudes, les soviets, les conseils, les indignés espagnols, Occupy Wall Street et autres printemps arabes moins concluants. L'ensemble des sujets déçus du système est la base du mouvement des assemblées, un mouvement construit autour de l'idée d'un exercice actif de la citoyenneté qui réclame sa participation dans la vie sociale. Dans le cas de l'Argentine 2001, les assemblées mettent en avant certains éléments communs qui les identifient. Contestation du champ politique, reconstruction des liens entre voisins, démocratie directe et refus de toute idée de médiation. C'est à travers les assemblées qui s'est produit la convergence des classes moyennes avec les mouvements populaires, comme les piqueteros, qui dans d'autres circonstances auraient été vus comme des menaces. Le cœur idéologique du mouvement des assemblées, on l'a entendu parler ici, est la consigne, aujourd'hui populaire, qu'ils s'en aillent tous. Une consigne qui exprime la conviction de tous les participants que le système politique a atteint ses limites. La composition hétérogène de ces assemblées permet aussi un dialogue permanent entre les différentes pratiques et courants d'opinion du champ populaire. Ils apparaissent comme une multitude d'espaces auto-organisés dans lesquels les voisins du quartier essayent de construire un projet collectif loin de l'avant-gardisme des organisations politiques révolutionnaires. La réussite de tous les mouvements que nous venons d'évoquer a été variable et souvent réversible. Même quand ils ont échoué temporairement, ils trouvent toujours des formes de survie et de renaissance. D'ailleurs, comme ils prennent souvent la forme des réseaux cachés qui émergent et s'actualisent seulement dans les périodes de mobilisation collective, ils sont une cible difficile pour la répression. En tout cas, leur résistance aux politiques néolibérales et les discrédits des gouvernements qui les appliquaient aboutissent presque partout en Amérique latine, au début du XXIe siècle, à des crises politiques et à une véritable explosion d'insurrections populaires. Les guerres de l'eau et du gaz en Bolivie, les insurrections indigènes en Équateur, encore contre un traité de libre commerce avec les États-Unis, tiens, c'est curieux, et bien entendu, les soulèvements populaires de 2001 en Argentine sont signes annonciateurs d'une nouvelle époque où le peuple peut à nouveau commencer à se poser le problème du pouvoir. L'issue de ces crises politiques est loin d'avoir été uniforme en Amérique latine. Dans certains cas, la Colombie, le Pérou, les partis de droite réussissent à se maintenir en place. Dans d'autres, l'Uruguay, le Brésil, le Chili ou l'Argentine, les tensions sociales propulsent au pouvoir les partis de gauche. C'est la vague du gouvernement progressiste qui abandonne partiellement les politiques d'austérité et essaye d'atténuer les phénomènes plus graves de pauvreté. Finalement, dans les cas du Venezuela, de l'Équateur et de la Bolivie, la force des mobilisations populaires impose des réformes constitutionnelles qui consacrent la participation populaire dans les pouvoirs et ouvrent la voie à de véritables processus de changement social. Pour ces pays, la voie de la transformation sociale passe par des formes démocratiques d'organisation du peuple et sa participation dans les décisions qui les concernent, c'est-à-dire par des voies consensuelles et démocratiques. Ce sont ces derniers processus qui mènent au premier plan le problème du pouvoir.
En effet, pour les théoriciens du pouvoir populaire, la question de la transformation sociale dont les mouvements sociaux doivent être les acteurs est avant tout une question de pouvoir. Autant il s'agit de pouvoir quand les classes dominantes modèlent la société, autant celui-ci est nécessaire aux classes subalternes pour construire une société nouvelle. La question du pouvoir revient ainsi à l'ordre du jour. Il s'agit maintenant d'assurer la politisation des larges couches populaires, d'organiser politiquement les conflits sociaux et, en résumé, de construire un contre-pouvoir social capable d'offrir une alternative à la politique traditionnelle. L'irruption des mouvements populaires dans la scène politique va aussi faire renaître une dimension d'antagonisme social pratiquement disparue dans la période d'hégémonie néolibérale qui va permettre, dans des conjonctures critiques, le déclenchement de véritables processus de changement social. Il s'agit au départ d'une lutte d'hégémonie au sein de la société civile qui doit s'appuyer par conséquent sur les consensus des classes majoritaires qui composent le peuple et non sur la coercition étatique. Les centres de la confrontation entre les pouvoirs d'émancipation et les pouvoirs de domination vont ainsi se déplacer des appareils politiques étatiques à la société tout entière. On pourrait penser qu'on se trouve dans une confrontation classique dans une démocratie, mais cela n'est que partiellement vrai. Les véritables noyaux de la stratégie du pouvoir populaire se trouvent dans la façon de construire cette hégémonie populaire. Avant d'être des centres de pouvoir contre-hégémoniques, les mouvements sociaux populaires et territoriaux sont, pour le pouvoir populaire, des espaces d'anticipation sociale, des espaces de liberté ou libérés, comme les soutenaient les autonomistes. Pour lui, les pouvoirs les plus importants du peuple est le pouvoir de construire une nouvelle sociabilité et non un pouvoir politique de domination. Ce pouvoir d'opérer la rupture avec la société aliénée à tous les niveaux, individuels et collectifs, est le point de départ. Il se construit dialectiquement dans les processus de changement par de nouvelles façons de penser, de construire et d'agir dans les présents, qui soit l'anticipation de la société future. Cette construction n'est pas un instrument pour la prise du pouvoir. Elle est une fin en soi. La construction d'une nouvelle société est surtout une lutte contre soi-même et contre les institutions dans lesquelles on participe, ainsi que contre les valeurs existantes pour les substituer par d'autres en accord avec une société alternative. Elle doit être la garantie contre le retour de la domination et l'exploitation, et sa construction n'est pas subordonnée à la réussite de la lutte politique. Il s'agit d'une tâche du présent qui devra se prolonger tout au long d'un processus de transformation forcément étendu et complexe. Cette idée de politique préfigurative est importante à plusieurs titres. Ces micro-sociétés parallèles et contre-hégémoniques deviennent des écoles de rébellion, mais aussi d'institutionnalisation alternative. D'autre part, elles font voir aux classes subalternes qu'un avenir différent est possible, ce qui leur permet de devenir conscientes de leurs capacités et de les conforter dans leur rôle protagonique. Mais encore, ces constructions fournissent l'occasion de développer des articulations entre les différentes formes d'organisation et de lutte. Elles permettent aussi aux organisations populaires de créer leurs propres intellectuels, leurs propres dirigeants et définir en toute indépendance et autonomie leurs trajectoires et projets. Ou encore, montrer que les organisations populaires peuvent constituer des sujets éducatifs et sociopolitiques actifs et créatifs, des centres de formation des consciences et non seulement de lutte. Mais ces organisations politiques abandonnent les caractères oppressifs et aident à l'expression des capacités d'automancipation des classes subalternes. Ce dernier point est le principal problème auquel est confronté aujourd'hui le problème populaire.
un problème à propos duquel on peut seulement entrevoir les grandes lignes de ce qui pourrait être une solution institutionnelle. Ainsi, de toute évidence, l'institutionnalisation du pouvoir populaire ne peut se réduire à quelques règles d'organisation bien connues des collectifs, même si elles sont importantes pour leur vie quotidienne. Il existe partout dans le monde des mouvements sociaux de toutes sortes, appliquant ces règles qui luttent à différents niveaux contre les systèmes capitalistes. Ils sont même capables non seulement de lutter, mais aussi de créer, à un niveau restreint, local, des rapports humains d'un genre différent, solidaires, non mercantiles, autonomes, horizontaux. Mais elles ne sont pas suffisantes si on se propose de diffuser ces valeurs et formes de vie en les faisant devenir hégémoniques dans l'ensemble de la société. Une telle tâche demande d'autres instruments. Dans cette perspective, on peut constater une tension, à notre avis impossible d'éliminer, entre la nécessaire autonomie du peuple pour décider de son destin et la tout aussi nécessaire accumulation du pouvoir politique requis pour envisager sérieusement la lutte pour l'hégémonie et le contrôle de l'État. Cette tension était déjà présente dans les mouvements ouvriers, confrontés à la perspective du socialisme incarné dans les partis. Dans cette contradiction, le pouvoir populaire s'inscrit clairement dans la tradition du socialisme d'en bas, défendue par Rosa Luxembourg. Il ne nie pas la nécessité d'un certain commandement, mais considère qu'on doit respecter le pouvoir du peuple en fonctionnant sur les principes popularisés encore par les zapatistes de commander en obéissant. Cela suppose d'autres structures de commandement, horizontales, démocratiques et hiérarchiques, et susceptibles de préfigurer celles de la société à venir. Or, je vais être très clair, aucune des solutions essayées concrètement jusqu'à présent en Amérique latine, en particulier dans les processus les plus avancés, les partis dans le cas du Venezuela, la coordination d'organisations sociales en Bolivie ou les coalitions en Équateur, ne sont pas complètement satisfaisantes. De nouveaux efforts d'imagination créative seront nécessaires et entre-temps, je le dis franchement, on aura toujours besoin de leaders charismatiques. Nous voulons conclure notre exposé en essayant d'extraire de cette expérience de masse populaire latino-américaine quelques enseignements pour notre présent. Le pouvoir populaire n'est pas, vous pouvez le constater, un nouveau dogme applicable indépendamment de la situation concrète. Il s'agit seulement d'un ensemble d'idées surgies de diverses expériences de construction politique et des expérimentations sociales, ayant comme horizon l'autonomie intégrale des classes populaires. Il faut voir sa démarche comme un ensemble de processus sociaux ouverts, complexes et multiples, visant à la conformation d'espaces publics non étatiques et le développement des logiques contradictoires à celles mercantiles de la société en place. Il propose, c'est évident, une nouvelle façon de faire politique partant de la participation ouverte, transparente et permanente des secteurs populaires dans les définitions substantives de la vie sociale. Il exige par conséquent un espace permanent pour les débats et la construction démocratique, capable de recueillir cette empreinte populaire et d'incorporer la diversité qu'on trouve dans la réalité quotidienne. Par rapport à ces espaces, la fonction d'une direction politique doit se limiter à intégrer leurs apports, résoudre les conflits et agir sur les contradictions. Le pouvoir populaire souligne aussi le caractère pluriel des sujets engagés dans la transformation, le caractère pluriel du peuple. Dans ces larges éventails d'acteurs sociaux, les mouvements fonctionnent comme catalysateurs de son identité, non pas par la diffusion d'une conscience commune unique comme ça a été toujours entendu, mais plutôt par la complicité des affinités pratiques. L'unité populaire doit être le résultat des articulations qui préservent l'autonomie de ses composants et non qui les homogénéisent. Si la structure des partis est pour l'action populaire une structure possible, ces partis doivent être conscients qu'ils ne peuvent jouer aucun rôle sans l'appui des forces sociales. Sans cet appui, aucune politique de transformation sociale au profit des classes populaires n'est possible. Les exemples latino-américains montrent ainsi que la tâche essentielle des militants de gauche aujourd'hui est de donner tout son appui au processus de réorganisation des mouvements populaires. La dispute du pouvoir de l'État
est un objectif complètement subsidiaire, qui n'est pas ici et maintenant, je le dis cash, à l'ordre du jour. Les expériences populaires latino-américaines, résultat de la précocité dans l'application des politiques néolibérales, ne relèvent pas pourtant du folklore local. Ce sont les mêmes politiques qu'on trouve aujourd'hui à l'œuvre, en particulier dans l'Europe du Sud. Ces politiques qui ont déjà ravagé la Grèce et l'Espagne et qui menacent maintenant d'autres pays du sud du continent, n'ont pas encore rencontré une résistance populaire forte. Notre thèse est que cela se produira, comme en Amérique latine, seulement si les mouvements populaires sont capables de trouver les voies de leur organisation et leur articulation. Voilà, je vous en remercie. Donc on va passer aux questions maintenant.